Voilà, Enregistre là? c'est Ah voilà, j'enregistre à ok, première vue. parfait. Voilà, on va commencer la présentation. Donc, qu'est-ce que le dispositif de validation des compétences? Donc, c'est un dispositif public qui permet à des personnes de certifier de manière officielle des compétences professionnelles qu'elles ont acquises, que ce soit de manière formelle à travers une formation, de manière non formelle à travers une formation mais qui ne donne pas de certificat à la fin, ou de manière informelle, donc par l'expérience de vie, l'expérience de travail, le bénévolat. Donc toute personne peut faire certifier ses compétences professionnelles après avoir passé une épreuve de validation de compétences. Donc je vous l'expliquerai plus tard qui lui permet, si elle réussit cette épreuve de validation de compétences, d'obtenir un titre de compétence. Et donc, ce titre de compétence permet une réinsertion professionnelle ou une évolution, un développement professionnel tout au long de sa carrière. Donc, c'est un dispositif francophone. Donc, voilà, tout se passe en français, les épreuves sont en français. Il y a un dispositif similaire au niveau néerlandophone qui s'appelle Hervaringsbewijs. On travaille assez, avec plus ou moins de la même manière. Et on est vraiment sur des compétences professionnelles reliées à un métier. Et on est sur des métiers techniques et professionnels. Donc, on n'est pas sur tout ce qui est métier universitaire, pour lesquels, évidemment, il faut un diplôme et pour lesquels il existe un autre dispositif qui s'appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ici, on est vraiment sur tous les métiers techniques et professionnels pour lesquels, voilà, on peut apprendre, acquérir des compétences sur le tas et faire valider à un moment donné ces compétences. Alors, euh, quelques éléments sur le dispositif. Donc, c'est un dispositif qui a été créé en 2003 et qui a fait l'objet d'un accord de coopération entre les trois gouvernements francophones, donc le gouvernement wallon, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement de la COCOF, donc tout ce qui est francophone en région bruxelloise. Et ce dispositif est constitué des 5 institutions publiques de formation et d'enseignement pour adultes, qui sont l'enseignement de promotion sociale, le SFPME, l'IFAPME, Bruxelles Formation et le Forum. Donc ces 5 institutions publiques sont à la base des institutions qui forment des adultes pour des métiers. Et en plus de former, ils se font agréer pour certifier les compétences. Donc ce sont deux choses bien distinctes. D'une part, ils forment, d'autre part, ils certifient. Donc la validation des compétences, c'est bien la certification et ce n'est pas de la formation. Donc quand les gens viennent pour valider leurs compétences, ils ont déjà des compétences qui viennent faire certifier à travers une épreuve qui dure entre une demi-journée et une journée. Alors, on est financé par les trois gouvernements francophones et on est aussi financé par des fonds sociaux européens. Alors ici, vous avez un spécimen de titre de compétence qui est délivré suite à la réussite de l'épreuve de validation de compétences. Donc, ce titre de compétence est délivré au nom des trois gouvernements francophones, au nom de la personne, bien évidemment. Il y a sur ce titre le métier qui a été certifié, avec le titre de compétence qui a été certifié et au dos du titre, vous avez l'ensemble des compétences qui ont été évaluées et certifiées. Ce titre de compétence est valable à vie. Il n'y a pas de date comme un diplôme. Hein, il y a une date de délivrance, mais il n'y a pas de date de fin. C'est un diplôme, c'est voilà, un titre de compétence qui est valide à vie. Comment est-ce qu'on obtient ce titre de compétence suite à la réussite d'une épreuve de validation de compétences qui est en fait une mise en situation professionnelle? Donc, on va toujours évaluer les compétences par une épreuve pratique. Donc, on remet la personne en situation de travail, qui est la plus proche possible d'une situation normale de travail. Et lors de cette épreuve, de cette mise en situation pratique, il y aura deux ou trois personnes. En tout cas,
un évaluateur qui est un formateur dans le métier, un formateur d'un des centres qui appartient à un des 5 opérateurs dont on a parlé tout à l'heure. On a un observateur qui est un expert du métier. Donc, vous pourriez, par exemple, si vous êtes aide comptable ou comptable, euh, être observateur pour une épreuve de validation de compétences. Donc, l'observateur est là pour s'assurer que les épreuves se déroulent de la bonne manière, quel que soit le centre, dans lequel se déroule l'épreuve de validation de compétences. Le centre ou l'entreprise ou le milieu carcéral, car depuis maintenant 5 ans, on peut organiser aussi les épreuves au sein d'une entreprise et même au sein voilà, d'une prison pour les personnes qui sont incarcérées. C'est un dispositif qui est accessible de manière universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition d'accès à la validation des compétences, hormis le fait d'avoir 18 ans et bien sûr des compétences professionnelles à faire certifier. Donc c'est un dispositif qui est gratuit pour les travailleurs, pour les demandeurs d'emploi, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas de condition de statut. Donc on peut être travailleur, demandeur d'emploi, intérimaire, en formation, voilà, il n'y a pas de condition de statut. C'est un dispositif qui est très rigoureux dans sa méthodologie. Donc, la méthodologie de création des référentiels de validation de compétences qui vont décrire les épreuves de validation de compétences, voilà, doivent suivre une démarche très rigoureuse dans le sens où on doit se baser sur des profils qui sont partagés par tous les opérateurs de formation et d'enseignement professionnel. Donc, on se base sur une base commune pour pouvoir permettre aux personnes de passer, de faire des passerelles en fait, de la validation des compétences pour reprendre une formation, etc. Donc, on se base sur les mêmes référentiels. Les épreuves sont constituées, sont mises sur pied sur base de ces référentiels avec des experts métiers, avec les secteurs professionnels qui sont autour de la table, avec les partenaires sociaux, avec les services publics de l'emploi. Donc, c'est vraiment des référentiels et des épreuves de validation qui sont mis sur pied de manière concertée. Et, euh, et donc, le titre de compétence dispose d'effets de droit et d'avantages que je vais vous décrire tout de suite. Donc, une personne qui obtient son titre de compétence a plusieurs droits qui ont été négociés et qui ont été négociés d'une part avec les secteurs, mais qui sont aussi des effets de droit, comme par exemple la reprise en formation. Donc, une personne qui obtient son ou ses titres de compétences peut reprendre une formation au sein d'un des 5 opérateurs, donc qui sont le Forum Bruxelles Formation, un des 5 opérateurs que j'ai cités tout à l'heure. Et il obtient des dispenses pour toutes les compétences qui ont déjà été certifiées et validées. Donc, ça permet de raccourcir son parcours de formation ou de l'alléger. Euh, donc, ça, c'est un des avantages. Un autre avantage, c'est l'accès facilité au jury, au CESS de la communauté française. Donc, là aussi, une personne qui souhaiterait obtenir son CESS via le jury peut se faire aussi dispenser des épreuves du jury pour lesquelles il a déjà obtenu un titre de compétence. Puisque, comme je vous disais, on se base sur les mêmes référentiels, il y a des passerelles qui sont possibles. Un autre avantage du titre de compétence, c'est l'accès à la profession. Dans certains secteurs, on a besoin d'un accès à la profession pour offrir en tant qu'indépendant. Donc, c'est le cas, par exemple, oui, de plusieurs secteurs. Et par exemple, pour le secteur automobile, le secteur de la construction, de la coiffure, de l'électricité, de l'esthétique et de la boulangerie, les personnes qui obtiennent les titres de compétences relatives au métier pour lequel il faut un accès à la profession ont leurs compétences professionnelles reconnues. Donc, elles ont encore besoin d'avoir la gestion, de s'associer à quelqu'un qui a la gestion, mais en tout cas, au niveau des compétences professionnelles, grâce au titre de compétence, c'est reconnu et donc ça permet l'accès à la profession. Il y a aussi des équivalences avec des certifications sectorielles. Donc, certains secteurs exigent des certifications sectorielles. Ici, on est plus, par exemple, dans le secteur de conducteur de chariot élévateur, donc la logistique. Euh, euh,
technique du froid, donc tout ce qui est refroidissement, etc. Ils exigent des certifications sectorielles et donc ils ont permis des équivalences avec le titre de compétence. Il y a aussi au niveau des parcours professionnels, le titre de compétence permet par exemple d'accéder à la fonction publique. Donc avant, pour accéder à la fonction publique, il fallait obligatoirement un diplôme. Aujourd'hui, c'est un diplôme ou un titre de compétence. C'est-à-dire que dans les offres d'emploi, les employeurs peuvent maintenant demander soit un diplôme, soit un titre de compétence. Donc ça permet à des personnes qui avant ne pouvaient pas accéder à la fonction publique parce qu'ils n'avaient pas de diplôme, d'y accéder maintenant. Et ça permet aussi d'évoluer dans sa carrière et d'évoluer dans son barème, en tout cas au niveau de la fonction publique, puisqu'à chaque fois qu'une personne obtient un titre de compétence, ça lui permet de postuler à un examen qui lui permet, si elle réussit l'examen, d'avoir un barème supérieur. Voilà, et bien sûr, le titre permet évidemment de faire certifier ses compétences, donc d'avoir une vraie reconnaissance externe et officielle de ses compétences, et ça permet bien évidemment de renforcer son estime de soi. Alors, le dispositif existe depuis 20 ans. Je vous disais qu'il a été créé en 2003. Depuis la première épreuve qui a été organisée en 2005, près de 70 000 titres ont été délivrés à plus de 36 000 personnes. En mars 2024, il y a 20 domaines pour lesquels on peut certifier ses compétences. Ça couvre 80 métiers et 201 titres de compétences. Ça, je vous expliquerai plus tard qu'un métier peut être divisé en plusieurs titres de compétences. J'y reviendrai un peu plus tard. En mars 2024, on avait 48 centres de compétences agréés, donc 48 centres dans lesquels on peut aller faire valider ses compétences. Bien sûr, tous les centres ne valident pas tous les métiers, hein, puisque c'est un centre de formation qui se fait agréer comme centre de validation de compétences. Donc souvent, les centres de formation demandent un agrément pour la validation des compétences pour les métiers pour lesquels ils forment. Donc le centre Eureka à Bruxelles évidemment, va proposer des épreuves de validation des compétences pour les métiers de l'Eureka. Pour les métiers administratifs, c'est le centre Bruxelles Formation tertiaire. En tout cas, il y a 48 centres qui sont agréés, qui peuvent proposer la validation des compétences pour certains métiers. Et il y a 121 sites, puisque certains centres ouvrent plusieurs sites, donc plusieurs endroits, pour permettre voilà, aux personnes d'être au plus proche possible des endroits où ils peuvent valider leurs compétences. Le taux de réussite moyen pour l'ensemble des métiers est de 78%. Alors, quelques chiffres. Euh, Par rapport donc, à proportionnalité chercheurs d'emploi, travailleurs, donc en 2023, pour la première fois, il y avait plus de travailleurs que de chercheurs d'emploi. Donc jusqu'en 2022, c'était une proportionnalité qui était différente, mais on développe de plus en plus la validation des compétences des travailleurs et même en entreprise. Donc ça a fait augmenter le taux de travailleurs, mais on a une augmentation constante des demandeurs d'emploi aussi qui passent leur validation. On a pas mal aussi de autres, c'est-à-dire des étudiants ou des personnes qui ont émigré en Belgique, qui ont souvent des diplômes dans leur pays, mais qui ne sont pas validés et reconnus ici en Belgique, et donc qui passent leur validation de compétences. Le top 5 des métiers les plus validés en 2023, c'était l'employé administratif, l'aide ménager, le conducteur de chariot élévateur, l'esthéticien et l'installateur électricien résidentiel. Alors au niveau du genre, donc là on est sur une quasi-égalité entre hommes et femmes qui passent la validation des compétences. Au niveau de l'âge, on a 63% qui ont entre 25 et 45 ans, forcément puisqu'il faut quand même de l'expérience professionnelle. On a quand même aussi une trentaine de pourcents qui ont 45 ans et plus. Au niveau du niveau de certification, là, c'est vraiment très variable. On a tant des personnes on a une majorité de personnes qui ont le CESI et le CESS, donc un des deux, mais on a aussi des personnes qui ont le CEB,
des certificats de qualification et même des diplômes universitaires ou supérieurs. On a une série de autres certifications, voilà, qui sont toutes les personnes qui viennent de pays hors de Belgique et qu'on met dans autres certifications. Je vous disais qu'il y avait une vingtaine de domaines pour lesquels on pouvait valider ses compétences. J'ai mis en gras et en jaune les domaines qui vous concernaient plus, donc qui sont les domaines de l'administration, l'économie, la gestion, ou les métiers intersectoriels. Donc on a deux métiers intersectoriels qui concernent tous les secteurs, qui sont les métiers de tuteur en entreprise. Donc le tuteur, c'est celui qui accueille les nouveaux. Et alors, le référent encadrant, c'est celui qui encadre une petite équipe. Donc là, c'est vraiment une épreuve qui est intersectorielle. Sinon, au niveau des métiers, on a, je vous disais, plus de 80 métiers pour lesquels on peut valider les compétences. Et là, j'ai de nouveau mis en gras les métiers qui vous concernent plus. Donc, on a l'agent d'accueil, l'aide comptable, l'employé administratif et l'employé administratif des services commerciaux, le référent encadrant et le tuteur en entreprise. Et je vous propose d'aller voir sur le site internet directement comment ça se présente. Est-ce que vous avez bien le site internet devant vous? Attendez, parce que je ne vous vois plus. Oui? OK. Donc au niveau du site internet, comment est-ce que vous pouvez aller voir les métiers, les compétences qui sont évaluées? On va prendre ici le métier d'aide comptable puisque je crois qu'on a essentiellement ce métier-là. Donc, quand on arrive sur la page CVDC pour Consortium Validation des Compétences.be, vous prenez l'onglet Métiers. Dans l'onglet Métiers, ici, vous avez tous les secteurs professionnels. Vous prenez Administration, Économie et Gestion. Et dans Administration, Économie et Gestion, vous avez ici plusieurs métiers qu'il est possible de valider. On va prendre ici le métier d'aide comptable qui vous concerne davantage. Vous appuyez sur Go. Et vous avez ici d'abord les appellations associées, donc d'une entreprise à l'autre, on peut utiliser différentes appellations. On a aussi la définition du métier. Donc, qu'est-ce qu'on entend par aide comptable? Donc, c'est celui qui collecte, contrôle, enregistre, traite les pièces justificatives, comptables, financières, administratives, afin de contribuer à rendre l'activité de l'entreprise, sa situation et l'évolution. Il travaille sous la responsabilité d'un comptable ou d'un expert comptable interne ou externe. Son degré d'autonomie varie selon l'organisation et la taille de l'entreprise. Vous avez ici plusieurs documents qui permettent ici, soit par exemple d'avoir une information détaillée du métier. Donc on retrouve ici les appellations associées, comment obtenir son titre en réussissant une épreuve. Et alors ici, vous avez toutes les compétences qui seront vérifiées lors de l'épreuve. Donc on y reviendra. On a les critères qui sont évalués lors de l'épreuve, la durée de l'épreuve. Et donc, vous avez ça pour les différentes épreuves liées au métier. Vous verrez que pour l'aide comptable, il y a 4 épreuves. Je vais revenir ici aux autres documents. Vous avez les éléments de reprise en formation. Donc, je vous disais qu'avec les titres de compétences, on a droit à des dispenses pour une reprise en formation. Mais voici les différents organismes de formation qui permettent des reprises en formation et l'intitulé des formations qui peuvent être suivies avec des dispenses. Ici, il y a les numéros de téléphone qui permettent d'avoir des informations précises sur le nombre d'heures, de nombre de cours qu'on est dispensé. Et ça dépend du nombre de titres de compétences qu'on a obtenus. J'y reviendrai aussi. Alors, on a aussi un outil de positionnement qui permet à chacun, à toute personne, de se positionner, de voir s'il est prêt à passer la validation des compétences. Donc, il y a des questions générales. Donc, est-ce que vous avez bien une expérience ou une formation dans le métier? Ça, c'est vraiment la base. On vérifie qu'elle n'est pas trop, voilà, qu'elle ne date pas trop. Parfois, on peut avoir une expérience qui est très ancienne. Il faut voir si c'est encore à jour. Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que s'il y a une formation, est-ce qu'elle a eu lieu en Belgique? Voilà, ici pour le métier d'aide comptable, je pense que c'est particulièrement important puisque la comptabilité est propre à chaque pays aussi, d'avoir quand même soit une formation, soit une expérience en Belgique. Est-ce que la personne parle bien français? En effet, les épreuves se dérouleront en français. Alors, il ne faut pas avoir un français impeccable, mais il faut pouvoir comprendre toutes les consignes et pouvoir réaliser l'épreuve en français.
Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un logiciel comptable? Donc ça, c'est la base. Et puis pour chaque épreuve, je vous disais qu'il y a 4 épreuves, par exemple, pour l'aide comptable, il y a des questions un peu plus spécifiques. La première épreuve, c'est sur tout ce qui est comptabilité fournisseur. Et évidemment, il faut avoir des connaissances au niveau de la TVA et il faut avoir déterminé déjà le régime TVA appliqué. En fait, savoir comment déterminer le régime TVA appliqué. Pour la deuxième épreuve, comptabilité client, aussi, il faut voilà, des connaissances en matière de TVA et aussi euh, avoir appliqué le régime TVA. La troisième épreuve, c'est la comptabilité financière. Donc là, il faut avoir déjà déterminé les comptes à utiliser. Et la quatrième épreuve qui correspond à la comptabilité d'opérations diverses, là, il y a aussi une série de questions. Donc ça, c'est vraiment un outil d'auto-positionnement. Donc chaque personne peut déjà se poser une série de questions pour voir si elle est prête à passer l'épreuve. Alors, vous avez ici dans titres disponibles l'ensemble des titres qui peuvent être passés pour le métier d'aide comptable. Alors, il faut savoir que le métier d'aide comptable, c'est un métier à part entière, mais la commission de référentiel qui a décidé voilà, d'évaluer le métier a décidé de l'évaluer en 4 parties, en estimant que certaines personnes pouvaient déjà avoir un emploi en ne maîtrisant euh, qu'une partie des compétences, si vous voulez. C'est pour ça qu'on a créé 4 unités de compétences, 4 qui correspondent à 4 épreuves différentes. Chaque épreuve donne lieu à un titre de compétence. Et donc, ça permet à une personne qui maîtrise toutes les compétences de passer les 4 épreuves, mais ça permet aussi à une personne qui maîtrise que la comptabilité fournisseur de passer cette épreuve-là et de trouver un emploi là-dedans. Donc, si vous cliquez sur comptabilité fournisseur, vous avez de nouveau toutes les compétences qui sont vérifiées. Par exemple, pour la comptabilité fournisseur, qu'est-ce qu'on va vérifier lors de l'épreuve? La personne va devoir réceptionner, classer des factures, des notes de débit, des notes de crédit et leur attribuer un numéro. Elle va devoir vérifier ces documents en les restituant dans l'ensemble des opérations traitées dans l'entreprise. S'assurer qu'ils correspondent aux bons de commande et au rapport de réception de la marchandise et en assurer le suivi. Elle va devoir contrôler des factures, des notes de débit, des notes de crédit, s'assurer que les documents contiennent toutes les mentions légales, que l'opération a été traitée correctement en regard de la législation TVA et que les calculs sont corrects. Elle va devoir ensuite enregistrer les documents dans le facturier des entrées, le registre des restitutions entrées, le journal des achats et le journal des notes de crédit entrées. Enfin, elle va devoir vérifier les journaux et facturiers à l'entrée, s'assurer de leur vraisemblance et effectuer les modifications nécessaires. Ça, c'est pour la gestion de la facturation fournisseur. Et ensuite, il y a une partie sur la gestion des documents relatifs à la TVA, où la personne va devoir établir, éditer et vérifier les documents provisoires TVA, déclaration intrastat. Sur quels critères le jury va juger le travail de la personne? Donc, ce sont des critères très généraux qui sont ensuite déclinés en indicateurs qui sont directement observables. Donc, soit en observant la personne réaliser son épreuve, soit à la fin, on regarde le résultat final et on observe. Mais de manière générale, il faut que la comptabilité soit structurée, que les documents soient conformes et que la comptabilisation soit correcte. Combien de temps va durer cette épreuve? Elle va durer 4 heures. 4h15 maximum. Alors, si la personne est rapide et qu'elle va vite, ça peut durer moins longtemps. Mais après 4h15, on arrête l'épreuve. À titre indicatif, donc la première étape dure 30 minutes, deuxième étape 1h45 et troisième étape 2 heures. Donc voilà, c'est une épreuve qui se déroule en 3 parties. Vous avez ensuite les centres de validation qui valident pour ce métier. Donc ici, on a 4 centres. À Bruxelles, on a les métiers du tertiaire, le centre de Dinan, le centre de Liège-Verviers et le centre de formation à Charleroi. Et vous avez ensuite un agenda où vous avez ici les séances d'info, donc l'agenda des séances d'information et l'agenda des épreuves de validation de compétences. Sachant qu'une étape
enfin, il y a 3 étapes pour passer la validation. Une séance d'information, suivie d'un entretien de guidance pour s'assurer qu'on a toutes les chances de réussite, suivie d'une épreuve de validation de compétences. Mais on reviendra sur ces étapes. Ici, moi, je voulais vraiment vous montrer le site internet et comment aller voir les métiers disponibles, les compétences, les centres qui valident et puis l'agenda des différents centres. Je vais maintenant revenir à mon PowerPoint. Est-ce que vous êtes bien sur le PowerPoint? Oui, logiquement, oui. Euh, voilà, ça, je vous ai expliqué. Ça aussi, je vous expliquais les étapes. Donc, il y a toujours une séance d'information qui dure environ 1 heure, qui peut se faire par Teams, qui peut se faire dans un centre, dans une entreprise. Ça dépend un petit peu voilà, de la personne, si elle est seule ou s'il y a plusieurs collaborateurs. Voilà, mais il y a une information, on explique un peu comme je le fais maintenant avec vous, ce que c'est la validation des compétences, ce que c'est un titre, en quoi va consister l'épreuve, combien de temps ça va durer, etc. Suite à cette séance d'information, il y a une guidance. Une guidance, c'est un entretien avec l'évaluateur en général, c'est l'évaluateur, donc celui qui sera présent le jour de l'épreuve pour évaluer. Et l'évaluateur, durant cet entretien de guidance qui est individuel avec chaque personne, l'évaluateur va poser des questions à la personne sur son expérience, un peu comme outil de positionnement. Elle va poser des questions pour voir l'expérience de la personne. Est-ce qu'elle a déjà fait ceci? Est-ce qu'elle a déjà fait cela? Est-ce qu'elle est capable de faire ceci, cela? Et ça, c'est vraiment pour avoir un échange avec la personne, pour vraiment s'assurer qu'elle a toutes les compétences pour réussir l'épreuve. On n'a pas envie d'envoyer les personnes au casse-pipe. C'est vraiment pas le but. Et donc, après cet entretien de guidance qui dure environ une demi-heure, l'évaluateur va conseiller ou déconseiller l'épreuve. C'est-à-dire qu'elle va lui dire, OK, là, avec ton expérience et tes compétences, je vois que tu as toutes les chances de réussite, vas-y, inscris-toi. Ou alors, la personne peut dire aussi, voilà, il te manque, tu n'as par exemple jamais fait de TVA belge, je te conseille d'attendre ou de suivre une formation pour renforcer tes compétences. Après, la personne peut suivre ou pas le conseil qui lui est donné. Elle peut quand même passer son épreuve de validation de compétences, mais voilà, le centre aura donné un conseil en tout cas par rapport à ce qu'il pense suite à l'entretien de guidance. Ensuite, la personne s'inscrit dans le centre qui lui correspond. Donc, soit elle prend le centre de validation le plus proche de chez elle, soit elle se dit, ben non, moi je veux passer l'épreuve au plus vite. Alors, ça ne me dérange pas d'aller passer mon épreuve à Liège, je le fais à Liège. Si c'est un projet en entreprise, là, on verra si c'est pour plusieurs collaborateurs. Là, on peut faire ça chez vous et là, on organise un peu avec vous et le centre, avec l'entreprise et le centre. C'est un peu différent. La troisième étape, eh bien, évidemment, c'est l'épreuve, hein. La personne passe son épreuve de manière individuelle, hein. Chaque épreuve est individuelle. Et ensuite, ben, si la personne réussit son épreuve, elle obtient son titre de compétence. Donc, le titre de compétence lui est délivré dans le mois, voire les 2 mois, mais maximum dans les 2 mois, elle a son titre de compétence. Si elle a raté, il n'y a pas de souci, il y a droit à une deuxième chance. Donc, une personne peut rater une épreuve, non pas à cause de ses compétences, mais parce qu'elle est stressée. Ça peut être stressant de passer une épreuve. Donc, la personne a droit à repasser une épreuve une deuxième fois. Elle peut aussi demander, suite à sa première épreuve, un entretien de guidance post-épreuve pour savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins bien été, comment est-ce qu'elle peut s'améliorer, etc. Et comme on a une grille d'évaluation avec des critères et des indicateurs très précis et très observables, on peut vraiment faire un feedback très précis à la personne. Donc ça, c'était la validation des compétences de manière générale. Depuis 2012, mais surtout depuis 2019, on a vraiment développé la validation des compétences comme outil pour l'entreprise à destination des collaborateurs et des travailleurs de l'entreprise. C'est-à-dire que, donc avant, la validation des compétences, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, toute personne, qu'elle soit travailleur ou demandeuse d'emploi, peut prendre congé et se rendre dans un centre pour aller passer son épreuve. Mais depuis 2012 déjà, on a développé la possibilité pour une entreprise de proposer ça à ses travailleurs.
Donc, ça peut se faire dans le cadre d'une gestion RH. L'entreprise veut valoriser ses travailleurs, veut les certifier, veut les reconnaître, elle veut leur permettre d'évoluer dans leur parcours. Voilà, quelle que soit la raison, l'entreprise peut décider de le faire dans le cadre d'une gestion RH. D'autres entreprises, c'est un petit peu moins positif, mais ça arrive aussi, peuvent le proposer dans le cadre d'une restructuration ou d'une fermeture pour permettre à ces travailleurs d'obtenir un titre de compétence avant son licenciement. Quel que soit le cas de figure, dans les deux cas, de toute façon, la démarche, même si elle est proposée et soutenue par l'employeur, doit rester une démarche qui est volontaire de la part de chaque travailleur. Et ça, c'est vraiment le principe de base de la validation. C'est une démarche qui doit rester volontaire. Ce n'est pas parce que l'employeur le propose qu'il peut forcer, obliger ses travailleurs à le faire, ni même empêcher un travailleur à le faire, puisque c'est une démarche qui est accessible à tous. Aussi, les résultats sont confidentiels, ça c'est un principe important aussi. Ce n'est pas parce qu'une entreprise propose ça à ses travailleurs que nous allons donner les résultats à quelqu'un d'autre que au travailleur même qui a passé son épreuve. Bien sûr, le travailleur peut ensuite donner les résultats à son employeur, mais nous ne disons pas à l'employeur, lui il a réussi, lui il a raté. On le dit au travailleur, libre au travailleur de le donner après, de donner ses résultats à l'employeur. Alors, comment ça se passe si une entreprise veut proposer la validation des compétences à, en général, minimum deux travailleurs, voire plus? Suite à une séance d'information avec nous, donc ici je le fais de manière collective, mais si vous souhaitez avancer en tant qu'employeur pour vos travailleurs, on peut faire ensemble voilà, un Teams un peu plus individuel, où je vous explique encore, je réponds à vos questions. On peut identifier évidemment les métiers. Vous pouvez être intéressé par le métier d'aide comptable pour certains de vos collaborateurs, mais vous pourriez aussi être intéressé par le métier de tuteur, qui est un métier qui fonctionne très très bien en entreprise, puisque le tuteur, on va vraiment évaluer les compétences à accueillir un nouveau, à le former, à l'accompagner, à faire des entretiens de feedback avec lui. Donc, ce sont des compétences qui sont très transversales. C'est une épreuve qui dure 1h30, qui peut se faire facilement au sein de l'entreprise. Et donc, on identifie les métiers pour lesquels vous pourriez proposer la validation des compétences à vos travailleurs. On vérifie qu'il y a tous les prérequis, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien sur les mêmes compétences? Vos aides comptables chez vous, est-ce qu'on est bien sur les mêmes compétences que l'aide comptable qu'on évalue chez nous? Parfois, il peut y avoir des différences. Et donc, voilà, on essaie de voir s'il y a des différences. Est-ce qu'on peut éventuellement proposer un petit module de renforcement avant, qui n'est pas obligatoire, mais qu'on peut proposer. Par exemple, pour le tuteur en entreprise, il y a parfois des personnes qui ont une partie des compétences, mais qui ne font pas, par exemple, le feedback. Ils n'ont jamais fait d'entretien de feedback. Il y a possibilité de proposer des coachings de 2 fois 2 heures ou de 4 heures qui peuvent se faire même en entreprise. Voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est possible. Une fois qu'on a vérifié les prérequis, eh bien, l'entreprise signe une lettre d'intention qui est signée par la direction et par les partenaires sociaux, s'il y en a dans l'entreprise, et qui explique que voilà, on a l'intention de proposer la validation des compétences à nos travailleurs pour le métier de aide comptable et tuteur, imaginons, et en respectant les principes de confidentialité, voilà, la démarche est volontaire, les résultats sont confidentiels. Et alors, le troisième élément important de cette lettre d'intention, c'est le fait que s'il y a un échec, qu'il n'y ait pas de sanction, de rétrogradation, de licenciement. Ça, c'est trois éléments qui sont importants chez nous. Et donc, cette lettre d'intention est signée par la direction et les syndicats s'il y a des syndiqués qui sont présents. Et puis ensuite, elle est déposée chez nous au niveau des partenaires sociaux qui la valident. Une fois que cette lettre d'intention est signée, on peut passer à la deuxième étape où nous, en fonction du métier que vous avez choisi et que vous voulez proposer à vos travailleurs, on va trouver un centre de validation. Vous savez qu'il y a plusieurs centres qui valident les compétences. Donc, nous, on s'occupe de trouver un centre de validation et on va signer une convention avec ce centre. Enfin, vous donc l'entreprise et le centre, vous signez une convention pour définir, ben voilà, donc ce sera ce métier-là. Vous définissez si les épreuves se déroulent en entreprise ou dans le centre de validation. Donc, ça, c'est à voir en fonction de la faisabilité de l'organiser en entreprise, du nombre de travailleurs à valider. Donc, on va organiser des épreuves à partir de 4 candidats. Si on n'en a pas 4, ben là, je veux dire, vaut mieux alors que les candidats aillent en centre, parce que le fait de l'organiser en entreprise demande quand même
une petite préparation en amont, c'est-à-dire qu'on vient sur place pour vérifier qu'on peut organiser l'épreuve chez vous telle qu'elle se déroule dans un centre. Donc, il y a quand même un travail à faire en amont. Donc, si on veut l'organiser en entreprise, il faut au moins 4 candidats, sauf pour le tuteur, où là, je veux dire, comme c'est une épreuve qui se base sur des jeux de rôle, il n'y a pas besoin de matériel, il y a juste besoin d'un bureau finalement. Là, on peut déjà le faire à partir de 2 candidats. Donc, une fois qu'on a signé la convention avec le centre, et ben là, on peut passer aux 3 étapes. Séance d'information, on informe les travailleurs, on peut le faire en entreprise, même si les épreuves ne se déroulent pas dans le centre, la séance d'info peut se faire dans l'entreprise. Je dis bien peu parce que ça va dépendre de vos souhaits, du souhait de l'entreprise, mais aussi de la disponibilité des centres. Certains centres vont dire non, écoutez, voilà, je ne peux pas me déplacer en entreprise, je préfère que les travailleurs viennent chez nous lors d'une séance d'information. D'autres centres sont disponibles pour se déplacer. Comme on travaille avec une 60aine de centres, voilà, ça dépend un peu d'un centre à l'autre. Mais en tout cas, ça peut être fait euh, si le centre est d'accord au sein de l'entreprise. En tout cas, la séance d'information, qu'on peut faire suivre des entretiens de guidance. Et ensuite, on a inscrit les personnes aux épreuves à des dates qu'on définit ensemble avec le centre de validation de compétences. Et puis, on organise les épreuves, soit en entreprise si c'est faisable, s'il y a assez de candidats, soit en centre de validation de compétences. Peut-être couper le micro de monsieur. Je ne sais pas si tu peux le Oui, faire. attention, si vous Ah pouvez voilà, c'est bon, couper j'ai vos désactivé. micros. Ah, super, merci. Et voilà, donc ça, c'est les étapes. Pour le candidat, ça ne change rien. Que ça se fasse dans le cadre d'un projet en entreprise, il y a toujours l'étape information, guidance, épreuve. Donc là, il n'y a pas de différence. Au niveau des avantages, ben, ce sont les mêmes avantages que j'ai cités tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec les travailleurs, donc on est vraiment avant tout sur une reconnaissance, une valorisation, une certification des compétences en interne, mais il y a aussi possibilité d'identifier des besoins de formation, que ce soit en amont de l'épreuve ou en aval. Si l'épreuve a été ratée, ben voilà, qu'est-ce qui n'est pas maîtrisé finalement, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la personne ait les compétences et puisse réussir l'épreuve une deuxième fois. Ça permet de proposer des évolutions professionnelles en interne, mais donc ça, c'est chaque entreprise qui décide finalement ce qu'il veut faire avec le titre de compétence. Nous, on valide, enfin, l'entreprise valorise. On ne s'occupe pas de la valorisation en interne. On s'occupe, nous, de la certification des compétences. Voilà, ça peut bien sûr l'effet principal qu'on remarque chez les travailleurs, c'est vraiment une valorisation. Le travailleur se sent vraiment valorisé. Euh, il est content que l'entreprise lui ait permis de passer sa validation des compétences. Il se sent reconnu. Donc, c'est vraiment un effet important de la validation des compétences. Ça permet aussi parfois de renforcer la motivation quand on se fait reconnaître ses compétences. Ben, voilà, on a confiance en soi, on se dit c'est bon, on a les compétences, on a été certifié de manière externe. Ça permet de reprendre confiance en soi. Parfois, ça permet de mettre en avant certains métiers qui sont peut-être un peu dévalorisés dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas de diplôme, justement. Ça permet de remettre un peu toutes les personnes sous. Voilà, tout le monde a un titre, une certification des compétences. Ça permet d'optimiser des parcours de formation, d'anticiper des évolutions de carrière, des départs à la pension. Ça permet de renforcer l'image de marque de l'entreprise aussi, puisque l'entreprise reçoit un macaron, euh, voilà, un macaron digital ou autocollant, dans lequel donc il est écrit nous certifions les compétences des travailleurs, voilà, qu'elle peut mettre à la fin d'un mail ou sur son site internet. Il faut savoir qu'il y a une prime qui est disponible aussi à Bruxelles. Alors, c'est une prime qui est sous certaines conditions, hein, comme la plupart des primes. Donc, il y a certains secteurs qui sont exclus, mais les secteurs qui sont exclus, ce sont essentiellement les secteurs qui sont déjà financés en grande partie par le secteur public, enfin, par les gouvernements. Et donc, comme ils ont déjà des subventions, ils n'ont pas assez de primes. Pour avoir accès à la prime, il faut que les épreuves se déroulent dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est une prime qui est proposée par Bruxelles Économie Emploi et qui permet quelque part de compenser le temps qui est utilisé pour organiser les épreuves au sein même de l'entreprise.
Donc voilà, si vous organisez des épreuves de tuteur chez vous, par exemple, ça pourrait être utilisé. Il y a aussi un congé éducation payé. Je ne sais pas si vous connaissez bien le congé éducation payé, mais en tout cas, à Bruxelles, toutes les étapes de la validation des compétences peuvent être reconnues au niveau du congé éducation payé. Donc ça peut aller jusqu'à, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'est 48 heures, mais je me trompe peut-être au niveau, parce que c'est assez nouveau. La législation a changé à Bruxelles récemment. En Wallonie, c'est 8 heures. Donc, il y a 8 heures qui sont accessibles pour la validation des compétences avec le congé éducation PD pour la Wallonie, et à Bruxelles, c'est plus. Voilà, donc depuis 2019, il y a 4 personnes, donc nous, au sein du consortium de validation des compétences, qui accompagnent les entreprises à proposer la validation des compétences à leurs travailleurs et à organiser le processus. Et donc, on est 2 personnes pour les entreprises privées. Il y a une personne qui accompagne les entreprises d'économie sociale et une personne qui accompagne les entreprises publiques. Et donc, comme vous voyez, depuis 2019, forcément, il y a de plus en plus d'entreprises qui valident les compétences de leurs travailleurs. C'est vrai qu'on a un taux de réussite qui est très bon, puisque ici on a affaire à des travailleurs qui ont des compétences, qui travaillent. euh, et donc le taux de réussite est de 91%. Le taux de présence aux épreuves est assez élevé aussi, 94%. Voilà, ici j'ai pris un témoignage, je vous propose pour terminer, hein, un témoignage d'une travailleuse. Donc j'ai essayé de prendre le métier qui est le plus proche de vos métiers, donc l'employé administratif. Je n'ai pas encore de témoignage d'une aide comptable, en tout cas pas hein, en entreprise. Mais je vous ai mis aussi à la dia d'après le lien vers tous les témoignages de patrons ou de travailleurs qui ont validé leurs compétences. Mais je vous propose de regarder ici le témoignage de Pascaline Charles qui travaille à la Défense et qui a validé les compétences pour l'employé administratif. Et je dois... ah, attendez, parce que je pense que le son n'est pas terrible. Est-ce que ça va le son? Donc bonjour, moi c'est Pascaline Charles, je travaille sous contrat Rosetta à la Défense depuis 1 an. Attendez, hein. Euh, Moi j'ai commencé en coiffure, j'ai été diplômée coiffeuse, ensuite j'ai refait une année pour avoir mon CESS et après voilà, j'ai fait des petits travaux par-ci par-là et maintenant voilà, me voilà à la Défense. La validation des compétences, donc c'est un supérieur ici à l'armée qui nous a un peu aidé au niveau du plan Rosetta, de l'insertion au niveau de l'armée. En tant que civil surtout, qui nous a un peu dit voilà, il y a une validation des compétences qui se fait via le forum. Est-ce que ça vous intéresse de pouvoir y participer? C'est toujours un plus au niveau de vos dossiers, entre guillemets, de notre CV pour plus tard. Donc si jamais un jour on n'est plus à l'armée, c'est toujours un plus. Donc voilà le pourquoi je l'ai fait. Ça s'est bien passé. Donc on a eu premièrement une séance d'information pour un petit peu savoir vers quoi on allait, le pourquoi on faisait ça, ce qu'il y avait derrière comme diplôme, si on peut dire. Et après, on a eu du coup l'examen qui était à une autre date, qui s'est fait en 2 étapes, donc au matin et après-midi. Donc c'était sur ordinateur principalement, du classement de documents, du Outlook, voilà, vraiment tout ce qui est administratif. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Et puis on a eu les résultats après. Donc pour moi, ça s'est vraiment bien passé. Déjà, à partir de la séance d'information, dès le début, on a été mis à l'aise, on nous a expliqué ce qui nous attendait, on n'est pas arrivé dans le flou, donc ça c'est quand même déjà important, c'est qu'on a quand même eu un suivi là-dessus. Les mails, les coups de téléphone à gauche, à droite, pour être sûr que tout se passe convenablement. Et puis l'examen en soi s'est bien passé, si on avait des questions, ils ont pu également nous aider ce jour-là. Et voilà, après les résultats étaient positifs, donc c'est tout bon. C'est vraiment un plus pour moi-même déjà. On va dire que c'est un peu un diplôme, une compétence en plus qu'on peut mettre dans un CV, tout simplement. Donc si un jour je viens à malheureusement ne plus être à la Défense pour X ou Y raison, voilà, je vais pouvoir avoir ça en plus pour pouvoir me dire voilà, j'ai déjà fait de l'administratif, donc je peux me lancer dans autre chose. Personnellement, c'est de la reconnaissance de soi, de la fierté, de se dire voilà, quelque chose de réussi en plus, un diplôme en plus, donc c'est vraiment ça en plus. Si j'ai des collègues qui regardent cette vidéo, par exemple, n'hésitez pas, c'est toujours un plus également, comme je disais, au niveau d'un CV,
Donc, c'est quelque chose d'assez simple et en tant qu'employeur, c'est chouette de le proposer également parce que c'est une facilité en plus, c'est toujours un plus pour vos employés et c'est une reconnaissance également pour soi et pour ses employés. Voilà. Donc ici, vous avez nos coordonnées, donc notre mail et notre numéro de téléphone. Et ensuite, ici, tout ce qui est lien Facebook, LinkedIn, YouTube, où vous avez toutes les vidéos de témoignages. Voilà, la présentation est terminée. Merci Marie. Entre-temps, des personnes se sont connectées, donc ne vous inquiétez pas, la présentation a été enregistrée, Tu veux donc elle peut-être vous sera communiquée. tu veux peut-être arrêter l'enregistrement, comme ça... Ou alors tu veux laisser les questions-réponses? Peut-être que les questions-réponses, s'il Oui, y a des questions déjà, oui. Ok. pourraient peut-être intéresser Oui. ceux qui sont arrivés en cours de route ou pourraient intéresser d'autres personnes qui sont là depuis le début. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, je dirais, oralement? Parce que je sais que certains n'ont pas tous un micro, donc il y a aussi le chat. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, si ça peut intéresser. Euh, il y a la petite main, hein, si vous avez la petite main qui peut apparaître ici, si vous avez une question à poser. Ce sera peut-être aussi plus facile. Ah, je vois que Anne, bonjour Anne. Une Bonjour. question, on vous Euh, écoute. Madame a parlé de 2 travailleurs minimum. Moi, j'en ai qu'un. C'était en entreprise ou Oui, c'est en entreprise, c'est hein. en entreprise? Ouais, Oui, ouais. ok. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. Il peut passer Ben oui, je sur trouvais ça validation des bizarre, compétences. mais Non, non, j'avais non, peut-être non. loupé un morceau de phrase. Non, non, c'est plus en termes d'efficience. Je veux dire, Oui, c'est ça. on met quand même un minimum C'est normal. pour organiser ça en entreprise, mais il peut sans aucun problème valider ses compétences. C'est ouvert à tous, Ok, merci. avec plaisir. Maintenant, ce qui peut peut-être se faire, Anne, si dans vos confrères ou consoeurs, vous avez également Oui, quelqu'un qui aurait envie de passer dans ses collaborateurs hein, également une validation, on pourrait imaginer de rassembler dans une fiduciaire quelques collaborateurs. Marie, c'est possible dans ce Oui, sens-là? oui, c'est possible, tout à fait. Donc Oui, voilà, oui, ça pourrait être ça quelque s'est chose qui déjà peut fait. s'organiser, Oui, oui. je dirais, voilà, plus localement, mais dans une fiduciaire en particulier, évidemment, mais Oui, minimum deux, quoi. Donc je trouve que oui. c'est plutôt sympa de le savoir. Mais de toute façon, même si la personne est toute seule, je veux dire, il faudra qu'elle aille juste dans le centre de Oui, validation de compétences, mais c'est tout à fait possible bon, de le c'est dans faire, quoi. l'expectative où on aurait peut-être plusieurs collaborateurs Mhm. intéressés par la validation et qu'on regroupe pour le coup pour ne pas se déplacer trop loin dans une Mhm. fiduciaire plus proche, quoi. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions qui peuvent intéresser les autres? Oui, Amélien, bonjour. Bonjour, voilà, merci pour la présentation. J'avais une petite question, c'est que je trouve que on doit toujours avoir une approche un peu plus de coach auprès de nos clients indépendants. Je ne sais pas si pour ça il y a une validation ou quelque chose de ce genre-là au niveau coaching ou pas. Non, le plus proche du coach, c'est le tuteur, mais nous, on est plus sur les compétences du coach, tuteur, qui va accueillir le nouveau dans son entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer? Il y aura un jeu de rôle sur l'accueil du nouveau. Voilà, comment on va l'accueillir, qu'est-ce qu'on va lui dire, lui expliquer son rôle, son programme d'apprentissage, etc. Il y a un jeu de rôle sur une séquence d'apprentissage. Donc, vous choisissez quelque chose que vous souhaitez apprendre au nouveau. Et c'est un jeu de rôle là-dessus. Donc, là, ce qu'on va évaluer, c'est votre capacité à transmettre un savoir, à vérifier que la personne a bien compris, etc. Puis, un troisième jeu de rôle sur un entretien de suivi, un entretien de feedback. Imaginons que le nouveau est là depuis un mois, ben, vous avez envie de lui faire un feedback. Et donc là, ce qui va être évalué, c'est votre manière de faire le feedback. Voilà, comment est-ce que vous y prenez? Est-ce que vous proposez des pistes d'amélioration? Et alors, après, il y a un QCM plus sur les compétences relationnelles, comportementales. Donc voilà, c'est plus ce genre de coach-là qu'on va évaluer. On n'a pas de coach.
Enfin, je ne sais pas si ça se rapproche des compétences que... Pour une personne effectivement en interne qui accueille de nouveaux travailleurs, pourquoi pas? Ouais, ouais. Mais par rapport à l'extérieur, pour avoir cette approche-là, de coach pour l'indépendant, c'est Hmm. différent, ouais. Ouais, là, on est sur quelque chose de différent, je pense. Moi, Merci. Avec plaisir. bonjour, je voudrais Bonjour. poser une question. J'avoue que me suis inscrite en pensant que le contenu était tout à fait différent. Et ici, si je comprends bien, ce que l'on propose par ces validations de compétences, c'est de valider de l'expérience professionnelle, alors que précédemment, le même type de public cible allait peut-être faire des cours du soir et avait un diplôme. Donc, c'est pour moi, c'est un peu ça, ceci remplace cela, mais avec un surcoût pour l'employeur, puisqu'il y a les congés éducation. Donc, pendant ce temps-là, ben, il y a un manque de personnel au sein de l'entreprise. Et d'une manière générale, ça règle absolument pas le gros problème de pénurie dans le secteur. Donc, enfin voilà, moi je suis très dubitative par rapport à ça parce que ça fait de nouveau mettre du poids et de la responsabilité sur l'employeur, certes au bénéfice d'une reconnaissance pour le travailleur, mais ici j'ai le cas, j'ai un jeune homme qui vient à l'étranger, qui est là depuis 1 an et demi. Il pourrait être intéressé par ce genre de validation, mais je suis pas sûre qu'il en a besoin. Dans un secteur où on s'arrache le personnel, qu'il ait une compétence validée ou pas, bah, il aura des offres d'emploi comme il veut, quoi. Donc, Oui. Oui, bien sûr, mais si je peux me permettre, dans l'expectative où il a envie de reprendre des études, je dirais en formation qualifiante, que ce soit via l'alternance ou en promotion sociale, donc en horaire décalé, ça lui permet juste, de par son expérience passée, que ce soit déjà en fiduciaire. Et là, j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas, mais on a des gens qui viennent d'autres secteurs, qui ont cette expérience et qui peuvent la faire déjà valider de par le nouvel employeur qui se dit, bah, tiens, cette personne-là a de l'expérience en comptabilité. Et si c'est déjà un collaborateur qui est en interne, c'est juste une reconnaissance de dire, bah, tiens, si tu veux t'engager vers le bachelier, ben, tu peux le faire et tu obtiendras des dispenses, quoi. Donc, c'est en 2 temps. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la reconnaissance, c'est plus pour des gens qui ne viennent pas de votre secteur, mais qui auraient acquis de l'expérience en comptabilité et qui peuvent vous le prouver par leur titre de compétence, à défaut d'avoir un diplôme complet, je dirais de bachelier ou de chef d'entreprise en comptabilité. Et pour les autres, c'est pour ceux qui voudraient avoir le diplôme s'ils veulent par la suite entamer le trajet ITA, et que là, il leur faut absolument le bachelier, quoi, pour pouvoir l'entamer. Donc avec l'expérience, bah, ils gagneraient 4 modules. Je pense que sur une reprise d'études, selon la situation personnelle, ça peut être déjà un gain de temps, tout ouais, mais simplement. Maintenant, si c'est pour garder quelqu'un, vous répondiez comment? pas là au surcoût pour l'employeur que représente ce type de formation. Finalement, avant, les gens faisaient des études secondaires ou supérieures, voire des cours de promotion sociale, prenaient en charge leur propre, investissaient dans le temps, investissaient dans leur propre formation. Ici, on renverse un petit peu les choses, encore une fois, vers l'employeur, quoi. Non, Sur parce que le... toute personne peut passer sa validation des compétences de manière individuelle, hein. Donc, bon, déjà, il n'y a aucun coût pour l'employeur, hein. Déjà, Ah, si, le c'est... congé éducation, c'est un coût pour l'employeur, hein. Alors, L'absence, Oui, comment? il récupère une partie de sa journée Ah oui, qu'il donc il n'a n'est pas pas là. travaillé. Voilà, il n'est pas là, quoi. Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Ah oui, Ben, oui, il peut. mais j'ai eu ça, moi, en pleine période de juin, de bilan. Heureusement que c'était à l'époque un collaborateur avec lequel on s'entendait très bien, lui et moi, mais il était en droit de poser quasi 3 semaines au mois de juin de congé éducation. Je fais Oui, mais là, quoi, vous ça? partez sur une formation académique. Donc là, oui. Oui, 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 mais enfin, ici, c'est peut-être que 40 heures, ça fait une semaine, Non, mais non, ici, c'est pour une. Non, on parle de Bruxelles. Ici, on parle plus de la validation. Donc, s'il s'absente du bureau pour aller passer sa validation, qui dure peut-être une demi-journée ou une journée, bah, il ne doit pas poser un jour de congé ou une ah, récupération. C'est ok. juste une question, oui, administrativement parlant, vous allez avoir un peu de travail pour récupérer sa journée. Ou s'il suit la formation tutorat aussi, qui fait partie aussi des formations gratuites que l'employeur peut Mm. suivre ou le salarié. Ce sont des absences qui peuvent être récupérées, je dirais, Mm. financièrement et qui ne doivent pas se prendre dans le pot des VA.
Maintenant, quand vous acceptez qu'un collaborateur reprenne des études académiques, donc là, oui, effectivement, les examens s'organisent à des moments de l'année où ils ne pensent pas nécessairement que la personne travaille en fiduciaire et qu'elle est prise à des moments clés de l'année pour étudier. Ça, c'est tout à fait, oui. Ça, je le déplore encore maintenant, mais ça, ce sont les études académiques qui s'organisent ainsi avec des sessions d'examen en Ouais, décembre ou en janvier et effectivement en juin. ok. Mais disons que pour le reste, c'est plus une facilité pour parfois d'un transfert à l'autre d'un secteur de personnes qui peuvent valider, avoir une reconnaissance au-delà du CV où on vous dit je suis capable de. Ben là, ce titre de compétence, qu'il l'ait acquis en fiduciaire ou qu'il l'ait acquis à l'extérieur, dans un autre service comptable, ben, j'ai envie de dire, voilà quoi. Vous, ça vous permet de dire cela a été validé par d'autres professionnels comme vous lors d'une validation. Et vous savez que c'est une certitude, quoi, un peu comme un diplôme, j'ai envie de dire. Quand on vous dit qu'on a un bachelier en compta, c'est qu'on a des compétences normalement acquises et validées par une haute école, quoi, ou une université, en l'occurrence. Mais bon, ce sont Ça toutes des va. choses que l'on peut Merci. évidemment venir vous détailler au-delà du reste, sachant que pour les fiduciaires présentes, vous avez à votre disposition une tirelire de formation hein, que vous pouvez dépenser aussi bien pour les formations académiques que pour des formations plus courtes dans vos métiers respectifs. Et pour ceux qui ne relèvent pas de ma commission paritaire, je pense à Madame Thomas, que je vois qui s'est connectée. Vous pouvez faire appel à votre commission paritaire pour savoir un petit peu ce qu'elle met en place. Maintenant, nous, il est vrai que accueillir, par exemple, un étudiant en alternance, qui soit passé par la validation pour écourter son cursus, comment dirais-je, peut bénéficier aussi d'une prime hein, quand vous engagez quelqu'un via l'alternance aussi. Donc, ce sont des choses que l'on peut venir compléter par rapport aux informations qui ont déjà été partagées ce jour via la validation des compétences, que ce soit pour l'aide comptable, l'employé administratif ou l'agent d'accueil. Ça, c'est l'après qui peut se faire. Ce sont des informations que je vous partagerai par email, parce que ce n'était pas nécessairement le but d'aujourd'hui. Et si vous voulez que je revienne vers vous ou mon collègue sur Bruxelles, on se fera un plaisir de venir vous détailler plus amplement les différentes informations qu'on a fait ici de façon très concise. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions à partager, parce que je vois qu'il est déjà 13h35. Donc, pour le coup, je vous remercie. Marie, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, simplement dire que je suis disponible pour toute question ou pour tout accompagnement si vous souhaitez voilà, proposer ça à vos collaborateurs ou si un de vos collaborateurs a une question ou si vous voulez le faire pour vous, quoi, on est disponible, on est là. Je vous enverrai le PowerPoint, comme ça vous avez toutes les informations et n'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit. Je vous remercie pour votre présence et je vous envoie toutes les infos par email. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je vous Merci souhaite Au une revoir. bonne. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi. Merci, 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 merci.